La dystonie est un trouble du mouvement le plus commun après le Parkinson et le tremblement essentiel. Environ 300 000 hommes et femmes en souffrent en Amérique du Nord. Mais quelle est la cause de la dystonie? La dystonie est un trouble neurologique moteur caractérisé par le trouble du tonus musculaire causé par un problème au niveau des ganglions de la base. Pour activer nos muscles, nos neurones envoient un influx nerveux vers nos cellules musculaires. C'est les synapses qui transforment cet influx électrique en messager chimique au niveau de nos muscles. Cette substance chimique est appelée neurotransmetteur et c'est elle qui déclenche la contraction musculaire. Lorsque le processus est perturbé, on va parler d'une maladie telle que la dystonie musculaire. Le mécanisme de la contraction musculaire. Le muscle squelettique est constitué de cellules appelées fibres musculaires qui sont composées de myofibrilles. Les myofilaments font aussi partie de la cellule. Il y a les fins qu'on appelle aussi actines et épais myosines. Les fibres musculaires sont excitables. Ils sont donc capables de produire un potentiel d'action en réponse à un stimuli comme l'acétylcholine. La contraction est initiée par une stimulation nerveuse au niveau du cerveau. Elle passe ensuite par le tronc cérébral, la moelle épinière, avant de traverser le nerf rachidien pour finir sa course à un motoneurone. Premièrement, l'influx arrive dans une terminaison axonique au niveau de la jonction neuromusculaire. Il y a libération d'acétylcholine dans la fente synaptique, puis la liaison à un récepteur. Il y a ensuite l'ouverture des canaux ioniques. Il y a ensuite la dépolarisation de la plaque motrice, puis le potentiel d'action musculaire est produit. Il y a ensuite l'étape du couplage d'excitation, qui est l'association du potentiel d'action au glissement des myofilaments. Il y a libération de Ca2+, ion calcium, et la liaison de cet ion à la troponine, qui modifie le complexe troponine-thrombomyosine. Les récepteurs du calcium sur l'actine permettent à celle-ci de s'enrouler et de venir accrocher les têtes de myosine. Grâce à l'ATP, la tête de myosine traque l'actine. Il y a donc contraction musculaire. Il existe 3 axes de classement des dystonies, par son étiologie, par son âge d'apparition et par la distribution du corps. Le classement par l'étiologie. Il y en a 4 possibles. La dystonie primaire. La dystonie primaire ne peut s'expliquer par une pathologie. Elle peut être idiopathique ou encore de cause génétique. La dystonie primaire plus. La dystonie primaire plus possède les mêmes caractéristiques qu'une dystonie primaire, mais présente divers éléments associés, par exemple une détérioration intellectuelle. La dystonie secondaire. La dystonie secondaire est issue d'un dommage au cerveau, par exemple une lésion ou la formation de cicatrices dans certaines zones. Voici quelques exemples de problématiques qui peuvent induire une dystonie secondaire. Un manque d'oxygène à la naissance, le contact avec des toxines ou des drogues, un virus, un AVC, une pathologie comme la sclérose en plaques et bien plus encore. Il y a aussi les maladies hérédodégénératives qui présentent de la dystonie comme manifestation clinique. Le classement par âge d'apparition. L'âge qui divise les apparitions précoces et tardives n'est pas homogène entre les différentes sources consultées. En moyenne, l'apparition avant 20 à 30 ans est appelée une apparition précoce et une apparition après 20 à 30 ans est une apparition tardive. Finalement, il y a la classification par la distribution du corps. Les dystonies les plus communes sont les dystonies focales. On dit qu'une dystonie est focale si elle touche uniquement une partie du corps. Ces dystonies ont beaucoup plus de chances de se transformer en dystonie segmentaire, qui elle touche 2 parties adjacentes du corps comme le cou et la tête. Il y a l'hémidystonie qui touche la moitié du corps, le bras droit et la jambe droite. Il y a la dystonie multifocale qui, elle, touche plusieurs parties du corps.
Et finalement, les dystonies généralisées qui s'attaquent à l'ensemble du corps. En bref, une personne peut donc présenter une dystonie primaire, précoce et focale, ce qui voudrait dire qu'on ne connaît pas la cause, qu'elle est arrivée avant l'âge de 20 à 30 ans et qu'elle touche seulement une seule partie du corps. Lorsque je soupçonne une dystonie chez un de mes patients, je commence d'abord par un bon questionnaire en vérifiant les antécédents médicaux, chirurgicaux, psychiatriques et traumatiques. Et ce, dès la grossesse, la naissance, au niveau du développement de l'enfant et sa croissance. Je vérifie aussi les antécédents familiaux, particulièrement les maladies génétiques et les maladies dégénératives. Il est primordial de savoir l'âge d'apparition des symptômes, dans quel contexte les symptômes apparaissent et s'il y a une évolution dans le temps, soit dans une même journée, en termes de semaines, mois ou années. L'impact de cette dystonie-là sur le patient et son fonctionnement est aussi très important à vérifier. Je procède ensuite à un examen physique en commençant par une bonne observation, la posture, la démarche, les contractures, les déformations osseuses. Je vérifie ensuite mes paires crâniennes. Je vérifie les réflexes. A-t-il absence ou présence de clonus? Les forces, cotées sur une échelle de 1 à 5. La sensibilité. Si, après mes examens, j'ai besoin de prise de sang, je vais faire un bilan paraclinique, un électromyogramme et parfois une résonance magnétique sera nécessaire. Le traitement de la dystonie. Malheureusement, il est impossible de guérir la dystonie. Divers traitements visent donc à diminuer les symptômes de cette maladie, tels que la contracture, la douleur et les mouvements anormaux. Il est à noter que les traitements diffèrent selon le type et la gravité de la dystonie. En premier lieu, nous avons les traitements médicamenteux. Tout d'abord, le levodopa est essayé devant la plupart des dystonies généralisées de l'enfant ou du jeune adulte afin d'éliminer la cause de la dystonie dopa-sensible, qui est une dystonie primaire. Dans ce cas, le médicament permet d'améliorer le contrôle musculaire. Ensuite, l'anticholinergique. Ce médicament est utilisé pour les dystonies d'enfance précoce, les dystonies plus graves et les dystonies focales. Ce dernier permet d'inhiber l'action, la libération ou la production de l'acétylcholine. Pour sa part, le benzodiazépine régule le neurotransmetteur GABA qui aide le cerveau à garder le contrôle musculaire. Ce dernier a des propriétés de relaxant musculaire. Deuxièmement, l'injection de toxine botulique est un autre traitement qui peut être utilisé. Il permet d'améliorer la fonction musculaire et la dextérité, de soulager la douleur et d'améliorer la posture. L'avantage est qu'il permet d'atteindre les muscles spécifiques qui causent problème. Troisièmement, la chirurgie. Elle peut être nécessaire pour les cas plus graves et lorsqu'il n'y a aucune réponse aux médicaments. L'objectif est d'interrompre les voies qui maintiennent les mouvements musculaires anormaux. Finalement, plusieurs autres traitements peuvent améliorer la qualité de vie des personnes atteintes de dystonie. Par exemple, le traitement physique tel que la physiothérapie, l'ergothérapie et l'acupuncture, puis les thérapies de relaxation telles que la thérapie comportementale et la méditation. Lorsqu'on parle traitement, on va plutôt parler d'approche compensatoire. Donc, on vise en ergothérapie, dans un premier temps, ça va être d'améliorer essentiellement le positionnement chez cette personne-là. Le positionnement, parce que souvent, les enfants ont une atteinte qu'on va dire générale ou multifocale. Donc, une atteinte de tout le corps. Donc, on ne parle pas ici juste du cou ou d'un hémicorps ou d'un membre. On parle souvent de pousser en extension et avec plusieurs mouvements aussi associés. Donc, ce qu'on va viser, c'est que l'enfant soit sécuritaire, donc dans un premier temps, la sécurité et le confort. Donc, souvent, on va rencontrer ces enfants-là pour évaluer une unité de posture, un positionnement. Donc, l'ergothérapeute va évaluer l'aide technique à la posture de façon aussi interprofessionnelle. Donc, on va favoriser un positionnement afin aussi de maintenir les amplitudes articulaires, d'éviter les contractures. Et aussi d'encourager la fonction, parce que comme ergothérapeute, ce qui nous intéresse, c'est l'occupation, les activités. Donc, c'est sûr qu'on va être très présent au niveau des activités de la vie quotidienne, essentiellement lorsqu'on parle d'alimentation. Donc, un deuxième volet, on pourrait parler aussi d'évaluer comment se passent les repas, avec la famille, donc toujours avec une approche centrée sur la famille.
Et un troisième volet aussi, au niveau des habitudes de vie, on pourrait parler du sommeil. C'est des enfants qui ont souvent des troubles de sommeil parce qu'ils viennent en space. Donc, on va évaluer aussi tout ce qui est positionnement. Et finalement, en ergothérapeute, on va aller évaluer les milieux de vie. Donc, on va aller voir si les milieux de vie sont adaptés essentiellement, s'il n'y a pas de barrière architecturale. Si l'enfant, finalement, peut avoir accès, éventuellement, s'il est en fauteuil roulant, on parle de domicile, on parle d'école pour les enfants plus vieux. On va parler souvent aussi de véhicules. Donc, on intervient au niveau de la personne, l'occupation et de l'environnement.